Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé, je t'ai tout donné. » Pour la première fois de la journée, Philippe a montré une émotion. Mais ce n'était pas de la culpabilité ou de la tendresse. C'était de la colère froide. « Tu m'as tout donné ? Maman, tu m'as donné une petite épicerie de quartier et une éducation de petit bourgeois. Tu m'as appris à me contenter de peu, ne pas avoir d'ambition. Il a fallu que je me batte contre ton éducation pour devenir quelqu'un. » Ces accusations m'ont transpercé. Philippe reprochait à Georges et à moi de lui avoir donné une enfance heureuse, de lui avoir transmis des valeurs de simplicité et de générosité. Il voyait notre amour comme un handicap, notre modestie comme une limitation. « Philippe, nous t'avons appris à être honnête, à respecter les gens, à travailler. Tu m'as appris à être médiocre. Regarde où ça m'a mené. À 45 ans, je tiens encore une épicerie de quartier. Mes anciens camarades de classe dirigent des entreprises, font de la politique, gagnent des fortunes. Et moi, je vends des yaourts à des retraités. J'ai compris ce jour-là que Philippe avait honte de nous. Honte de l'épicerie familiale. Honte de ses parents commerçants. Honte de cette vie simple qu'il trouvait indigne de ses ambitions. Nous qui étions si fiers de lui, nous qui pensions avoir réussi à lui donner une vie stable et heureuse, nous découvrions qu'il nous méprisait depuis des années. Alors tout ça, ai-je murmuré en désignant les photos sur les murs? Tous ces souvenirs, ces moments de bonheur, ça ne valait rien pour toi. Philippe a suivi mon regard et a haussé les épaules. Maman, le passé est le passé. Ce qui compte, c'est l'avenir. L'avenir. Son avenir. Pas le mien, pas le nôtre. Son avenir à lui, construit sur les ruines de ce que Georges et moi avions édifié. Le notaire a consulté sa montre. « Madame Delacroix, nous devons prendre une décision aujourd'hui. Mes clients ont d'autres rendez-vous. » Ses clients. J'étais devenue une étrangère dans ma propre maison, face à mon propre fils devenu client d'un notaire qui organisait ma dépossession. J'ai regardé une dernière fois Philippe, espérant apercevoir dans ses yeux une trace de l'enfant qu'il avait été. Mais je n'ai vu qu'un homme d'affaires impatient de conclure une transaction. « D'accord !» ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. « D'accord, je signe. » Le notaire a sorti ses documents avec un empressement qui m'a donné la nausée. Philippe a esquissé un sourire de satisfaction. Céline a ouvert son sac à main pour prendre un stylo, comme si elle offrait un cadeau à une amie. Pendant que je signais ces papiers qui me dépouillaient de tout, Philippe s'est penché vers moi. J'ai cru qu'il allait me dire quelques mots de réconfort, me rassurer sur ses intentions, me promettre que je ne regretterais pas cette décision. Au lieu de ça, il m'a murmuré à l'oreille, si bas que les autres n'ont pas entendu. « Tout ce que tu as construit est à moi désormais, et tu ne représentes plus rien. » Ces mots m'ont glacé le sang. Ils contenaient une haine si pure, une cruauté si calculée que j'ai eu l'impression de découvrir un étranger. Cet homme qui me parlait ainsi, ce n'était plus mon fils. C'était un prédateur qui venait de dévorer sa proie. J'ai terminé de signer dans un état second. Mes mains tremblaient si fort que ma signature était à peine lisible. Le notaire a rassemblé ses papiers avec satisfaction. Céline a rangé son stylo et Philippe s'est dirigé vers la cuisine comme s'il était déjà chez lui. « Maman, tu peux rester ici jusqu'à la fin du mois », a-t-il dit sans me regarder. « Ça nous laisse le temps d'organiser ton déménagement vers la résidence. » « Jusqu'à la fin du mois ?» J'avais l'impression de parler dans un rêve. « Philippe, nous sommes le 15. Tu me donnes 15 jours pour quitter ma maison ? » C'est largement suffisant. Tu n'as pas grand-chose à emballer. Pas grand-chose à emballer. 78 ans de vie, 40 années de mariage, 1000 souvenirs accrochés à chaque objet de cette maison. Et Philippe trouvait que ce n'était pas grand-chose. Après leur départ, je suis restée seule dans ce salon qui ne m'appartenait plus. J'ai regardé les photos de Philippe enfant
quand il riait aux éclats dans mes bras, quand il soufflait ses bougies d'anniversaire, quand il posait fièrement dans son uniforme de scout. Cet enfant joyeux était-il devenu cet homme cruel? Ou bien la cruauté était-elle déjà là, dissimulée derrière ses sourires? Les 15 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Philippe venait quotidiennement faire l'inventaire de mes affaires. Il décidait de ce que je pouvais emporter dans ma chambre de résidence. Très peu. De choses, et de ce qui serait vendu ou jeté. Cette commode, tu n'en auras pas besoin. Les résidences fournissent le mobilier. Philippe, cette commode appartenait à ta grand-mère. Elle m'a aidé à la restaurer quand nous nous sommes mariés. Maman, tu vas vivre dans 20 mètres carrés. Sois réaliste. Réaliste? Comme si 40 ans de mariage et de souvenirs pouvaient se comprimer dans 20 mètres. Carré. Comme si l'histoire d'une famille pouvait se résumer à quelques objets fonctionnels. J'ai essayé de sauver ce que je pouvais. Les albums photos. Ça prend trop de place, maman. Scanne les plus importantes. Les lettres de Georges. Papa n'écrivait pas si bien que ça, tu sais. Les bibelots rapportés de nos voyages. De la pacotille, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Voilà comment Philippe qualifiait toute ma vie. Sans valeur. Le pire, c'est qu'il a emmené Céline pour m'aider à trier. Cette femme fouillait dans mes tiroirs, manipulait mes bijoux, évaluait mes robes avec un sourire condescendant. « Marguerite, vous avez gardé vraiment beaucoup de choses inutiles. Il faut apprendre à se séparer du superflu. » Le superflu. Mes colliers de perles que Georges m'offrait pour chaque anniversaire. Mes robes d'Ick, soirées qui me rappelèrent nos sorties au théâtre, mes livres de recettes annotés de ma main. Tout cela était du superflu pour Céline. Un jour, je l'ai surprise en train de photographier mes bijoux avec son téléphone. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu avec un aplomb incroyable. « Pour l'assurance, Marguerite. Philippe veut faire évaluer vos bijoux pour les inclure dans l'inventaire successoral. » L'inventaire successoral. J'étais encore vivante, et il faisait déjà l'inventaire de ma succession. La veille de mon départ, Philippe est venu seul. Il a fait le tour de la maison comme un acheteur potentiel, prenant des notes, mesurant les pièces, imaginant probablement les transformations qu'il allait effectuer. « Maman, j'ai visité ta résidence aujourd'hui. C'est très bien. Tu auras une chambre avec vue sur le parc, une télévision, tous les soins médicaux dont tu pourrais avoir besoin. » Tous les soins médicaux, comme s'il avait hâte que j'en ai besoin. « Philippe, est-ce que je pourrais recevoir des visites? Voir mes anciennes clientes, Marie, mes voisins ?» Il a pogné à hausser les épaules. « Si tu veux. Mais tu verras, tu vas te faire de nouveaux amis là-bas. Des gens de ton âge, avec qui tu auras plus d'affinité. Des gens de... mon âge. » Philippe me parquait avec d'autres vieux pour ne plus avoir à s'occuper de moi. Il organisait ma mort sociale avec la même efficacité qu'il avait organisé ma ruine financière. Cette dernière nuit dans ma maison, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai erré dans les pièces vides, caressant les murs qui avaient abrité notre bonheur familial. Dans la cuisine, j'entendais encore les rires de Philippe enfant quand je lui préparais ses tartines du goûter. Dans le salon, je revoyais Georges lisant son journal dans son fauteuil préféré. Dans notre chambre, je sentais encore la présence de mon mari, ses mots d'amour murmurés dans l'obscurité. Tout cela était fini. Demain, je partirai pour ne plus jamais revenir. Philippe transformerait cette maison selon ses goûts, effacerait toute trace de ce que nous avions été. Peut-être même vendrait-il tout pour investir dans ses projets d'expansion. Le lendemain matin, l'ambulance de la résidence est venue me chercher. Une ambulance, comme si j'étais malade. Philippe avait exigé ce transport pour ma sécurité. Mais en réalité, il voulait que tous les voisins me voient partir comme une invalide. Sa vengeance était totale. Madame Martin est sortie de chez elle quand elle a vu l'ambulance. Elle pleurait.
Marguerite, où vous emmène-t-il? Vous allez bien? Vous allez revenir? J'ai voulu lui répondre, lui expliquer, mais Philippe m'a poussée vers l'ambulance. Maman, il ne faut pas faire attendre ces messieurs. Ils ont d'autres clients. D'autres clients? J'étais devenue une cliente qu'on transportait d'un lieu de stockage à un autre. Dans l'ambulance, j'ai regardé défiler mon quartier pour la dernière fois. L'épicerie, mon épicerie, avec sa nouvelle enseigne clinquante. Les Russes où j'avais promené Philippe enfant. Le parc où nous allions nourrir les canards le dimanche. Tout un univers qui s'éloignait à jamais. La résidence, les jardins du bonheur, quel nom ironique, était un bâtiment moderne et froid, tout en verre et en béton. Rien à voir avec la chaleur de ma maison. On m'a attribué la chambre 127, au premier étage. 20 mètres carrés effectivement, avec un lit médicalisé, une armoire métallique, un fauteuil en plastique et une télévision fixée au mur. Philippe m'avait accompagné pour les formalités. Il a signé les papiers, payé le premier mois d'avance et m'a laissé là comme on abandonne un chien à la SPA. Je viendrai te voir bientôt, maman. Installe-toi bien. Il ne m'a même pas embrassée. Un signe de la main depuis le pas de la porte, et il a disparu de ma vie. Les premiers jours à la résidence ont été un cauchemar. Le personnel était gentil mais débordé. Les autres résidents, pour la plupart, étaient dans un état bien plus fragile que moi. Certains ne reconnaissaient plus leurs propres enfants. D'autres passaient leur journée prostrés devant la télévision. Je me suis dit que Philippe avait eu raison sur un point. J'allais me faire de nouveaux amis. Mais la réalité était cruelle. Comment créer des liens avec des personnes qui oublient votre prénom d'une conversation à l'autre? Comment partager des souvenirs avec des gens qui ont perdu les leurs? Au bout d'une semaine, j'ai appelé Philippe pour lui demander si je pouvais sortir quelques heures, aller voir l'épicerie, revoir mes anciennes clientes. Sa réponse m'a achevée. « Maman, le médecin de la résidence pense que tu t'adaptes bien. Il vaut mieux ne pas perturber tes nouvelles habitudes. Et puis, l'épicerie a beaucoup changé. Tu risquerais d'être perturbée. » Perturbée. J'allais être perturbée de voir ce qu'il avait fait de mon épicerie. Mais Philippe ne voulait pas prendre ce risque. Il préférait me couper définitivement de mon ancienne vie pour éviter que je conteste ses décisions. Un mois après mon arrivée à la résidence, Marie est venue me voir. Cette brave Marie que Philippe avait licenciée. Elle avait apporté des nouvelles du quartier, et surtout de l'épicerie. « Madame Marguerite, ça me fait mal au cœur de vous voir ici. Vous n'avez rien à faire dans cet endroit. »« Marie, comment va l'épicerie? Philippe a-t-il gardé l'esprit familial ?» Marie a baissé les yeux. « Madame, l'épicerie, elle n'existe plus. »« Comment ça, elle n'existe plus ?» Philippe l'a vendue il y a 15 jours à une chaîne de supermarchés. Ils vont tout raser pour construire un supermarché automatisé. Plus de vendeurs, que des caisses automatiques. J'ai senti le monde s'écrouler autour de moi. Philippe avait vendu l'épicerie, notre épicerie. Il l'avait vendue à une chaîne de supermarchés qui allait détruire 40 ans d'histoire. Et l'argent de la vente? On dit qu'il a acheté 3 magasins dans le 15e arrondissement. Des boutiques de produits bio haut de gamme. Pour une clientèle plus aisée. Une clientèle plus aisée. Philippe avait liquidé notre épicerie populaire pour ouvrir des magasins pour bourgeois. Il avait trahi tout ce que nous représentions. Et la maison, Marie? Vendue aussi, madame, à des promoteurs. Ils vont construire un immeuble de standing. Vendue! Ma maison aussi. Philippe s'était débarrassé de tout ce qui nous reliait au passé. Il avait fait table rase de sa vie d'avant pour construire son empire. Après le départ de Marie, j'ai compris que Philippe ne viendrait jamais me voir. Pourquoi serait-il venu? Il avait obtenu ce qu'il voulait. Mon argent, mes biens, ma disparition de sa nouvelle existence. Je n'étais plus qu'un coût récurrent dans ses comptes,
Une ligne budgétaire qu'il réglait chaque mois pour avoir la paix. Il y a 2 mois, j'ai tenté une dernière fois de le joindre. C'était son anniversaire. 46 ans. Je voulais au moins lui dire que je pensais à lui. Que malgré tout, il restait mon fils. C'est Céline qui a décroché. Marguerite, Philippe n'est pas là. Il est en déplacement pour ses nouveaux magasins. Céline, pouvez-vous lui dire que sa mère lui souhaite un bon anniversaire? Bien sûr. Au fait, comment allez-vous? La résidence vous plaît? Sa voix était faussement aimable, comme celle d'une infirmière qui prend de nouvelles d'un patient chronique. Céline, est-ce que Philippe... Est-ce qu'il compte venir me voir un jour? Il y a eu un silence embarrassé. Marguerite, vous savez, Philippe est très pris par ses affaires. Et puis, le médecin nous a dit que vous aviez tendance à vous agiter quand vous pensiez trop au passé. Il vaut mieux que vous vous concentriez sur votre nouvelle vie. Ma nouvelle vie. 20 mètres carrés, 3 repas réchauffés au micro-ondes, la télévision pour seule compagnie et l'attente quotidienne d'une visite qui ne viendra jamais. Philippe ne m'a jamais rappelé. Mon message d'anniversaire a rejoint le néant de son indifférence. Il y a 3 semaines, la directrice de la résidence m'a convoquée dans son bureau. Elle avait l'air embarrassée. « Madame Delacroix, nous avons un petit problème administratif. Votre fils a pris du retard dans le règlement de vos frais de séjour. » Du retard? Combien? 2 mois. Nous avons essayé de le joindre plusieurs fois, mais il ne répond pas à nos messages. Philippe ne payait plus. Il m'abandonnait même financièrement. Peut-être espérait-il que la résidence me mette dehors. Ou peut-être... avait-il simplement décidé que j'étais devenue trop chère? Que va-t-il se passer si Philippe ne règle pas? La directrice a évité mon regard. Nous serons obligés de vous transférer vers un établissement public. Moins confortable. Moins confortable. Un mouroir public pour les indigents. Philippe voulait maintenant me faire finir à l'hospice. C'est ce jour-là que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus supporter cette existence de fantôme. J'ai rassemblé mes dernières forces et mes dernières économies, quelques centaines d'euros cachés dans mon nécessaire de toilette, et j'ai quitté la résidence. La directrice a essayé de m'en dissuader. « Madame Delacroix, vous ne pouvez pas partir comme ça? Où allez-vous aller? Vous n'avez plus de domicile. » Je n'avais effectivement plus de domicile. Plus de famille non plus. Plus rien qu'une liberté dérisoire, et la rue pour horizon. Voilà comment je me retrouve sur ce banc du parc municipal, par cette froide matinée de janvier. Les joggeurs passent par devant moi sans me voir. Les mères de famille poussent leur landau en me jetant des regards compatissants. Les employés pressés consultent leur téléphone en évitant de croiser mes yeux. Je suis devenue invisible. Une vieille femme sur un banc avec un sac de voyage usé et une histoire que personne ne veut entendre. Philippe a réussi son œuvre. Je ne représente plus rien. Mais étrangement, pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. Libre de mes choix. Libre de mes mouvements. Libre de mes pensées. Philippe m'a tout pris. Mais il ne peut pas m'empêcher de me souvenir. Il ne peut pas effacer 40 années de bonheur avec Georges. Les premiers pas de Philippe dans l'épicerie. Les Noëls en famille. Les moments de tendresse partagés. Ces souvenirs-là, ils sont à moi. Philippe peut détruire l'épicerie, vendre la maison, m'abandonner dans la rue. Mais il ne peut pas voler mes souvenirs. Je pense à Georges. Que dirait-il s'il voyait ce que son fils est devenu? Serait-il fier de cet homme d'affaires sans scrupules? Ou bien regretterait-il de lui avoir légué la majorité de l'épicerie? Je pense aussi aux choix qui m'ont mené jusqu'ici. Aurais-je dû être plus ferme avec Philippe enfant? Aurais-je dû résister davantage à ses exigences? Aurais-je dû me battre plus longtemps contre ses manœuvres? Peut-être. Mais à quoi bon les regrets? Je suis là, sur ce banc,
avec ma dignité intacte et ma conscience tranquille. Philippe, lui, devra vivre avec ce qu'il a fait. Devra assumer d'avoir détruit sa propre mère pour quelques magasins et quelques euros de plus. Un jour, peut-être quand il sera vieux à son tour, il comprendra ce qu'il a perdu. Quand ses propres enfants, s'il en a, le regarderont avec froideur, quand Céline le quittera pour un homme plus jeune et plus riche, quand ses affaires péricliteront, il pensera peut-être à cette mère qu'il a sacrifiée sur l'autel de ses ambitions. Mais il sera trop tard. Comme il est trop tard aujourd'hui pour moi. Le soleil commence à décliner. Je vais devoir trouver un endroit pour passer la nuit. Demain, j'irai voir les services sociaux. Je chercherai un hébergement d'urgence. Je survivrai, comme j'ai survécu à la mort de Georges, comme j'ai survécu à la trahison de Philippe. Je survivrai parce que j'ai appris, au cours de ces 78 années de vie, que la vraie richesse n'est pas dans les biens matériels ou les comptes en banque. Elle est dans l'amour qu'on donne et qu'on reçoit, dans les relations authentiques qu'on construit, dans la fierté qu'on tire d'un travail bien fait. Philippe a cru que tout pouvait s'acheter et se vendre. Il découvrira un jour que les choses les plus précieuses, l'amour filial, le respect, la tendresse, la gratitude, ne s'achètent pas. Et quand il voudra les retrouver, il sera trop tard. Moi, Marguerite Delacroix, 78 ans, ancienne commerçante, ancienne mère, ancienne épouse. Je me lève de ce banc la tête haute. Philippe m'a pris mes biens, mais il ne m'a pas pris ma dignité. Il m'a pris mon toit, mais il ne m'a pas pris mes souvenirs. Il m'a pris son amour, mais il ne m'a pas pris mon amour pour lui. Car oui, malgré tout, malgré sa cruauté et sa cupidité, j'aime encore ce fils qui m'a détruite. C'est peut-être ça, l'amour maternel. Aimer même quand on n'est plus aimé. Pardonner même quand on n'est pas pardonné. Espérer même quand il n'y a plus d'espoir. Philippe ne représente peut-être plus rien pour moi en tant qu'homme. Mais il restera à jamais le petit garçon aux yeux clairs qui réclamait une histoire le soir, qui tombait dans mes bras quand il avait peur, qui disait « Je t'aime, maman », avec la sincérité de l'enfance. Cette mère-là, celle qui l'a aimé inconditionnellement, celle qui a sacrifié sa vie pour son bonheur, celle qui aurait donné sa vie pour lui, Philippe ne pourra jamais vraiment l'effacer. Elle vivra éternellement dans un recoin de sa mémoire, dans un repli de sa conscience, pour lui rappeler ce qu'il a détruit par cupidité. Et peut-être qu'un jour, quand il sera seul face à ses regrets, il entendra encore ma voix lui chantant les berceuses de son enfance. Peut-être qu'un jour, il regrettera d'avoir prononcé ces mots terribles. « Tout ce que tu as construit est à moi désormais, et tu ne représentes plus rien. » Car ce jour-là, il comprendra enfin que j'ai construit bien plus qu'une épicerie et une maison. J'ai construit un fils. Et ce fils, malgré tout ce qu'il m'a fait, malgré toute sa cruauté, reste ma plus belle création. Une création qui m'a détruite, certes. Mais une création que j'aime encore et que j'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est peut-être ça, la tragédie de l'amour maternel. Aimer sans limite un enfant qui peut vous briser sans remords. Aimer jusqu'à l'autodestruction. Aimer au-delà de la raison. Aimer même dans l'abandon et le mépris. Moi, Marguerite Delacroix, je continuerai à aimer Philippe jusqu'à ma mort. Et cette fidélité-là, il ne pourra jamais me la prendre.